What we're talking about is money. Real money. Amigo money. No dough, no show. Bienvenue dans Hollywood's Bull, le podcast qui aime les blockbusters, surtout quand ils partent en couille. You see, Hollywood is writing our lives. I'd buy that for $1. It's no expense. Show me the money! Money! Chères auditrices et chers auditeurs, j'avais besoin d'enregistrer ce podcast pour vous faire part d'une question qui prend de plus en plus de place dans mon cerveau au fil des semaines et finira peut-être par l'empoisonner totalement. Comment cette épidémie de blockbusters d'une laideur affligeante a-t-elle pu s'étendre sur nos écrans sans qu'aucun ponte des majors hollywoodiennes ne trouve de remède pour endiguer le virus ? Devons-nous choisir un confinement cinéphilique, en nous éloignant tant que faire se peut des salles obscures, pour nous réfugier chez nous, en prenant à intervalles réguliers des doses de classiques du 7e art et de chefs-d'œuvre oubliés, comme autant de doses d'hydroxychloroquine visuelle ? Ou bien au contraire, devons-nous tenter l'immunisation collective et affronter de face la menace sur grand écran pour nous résoudre à vivre au milieu de ces films affreux, au risque d'aider peut-être à la propagation du virus ? You broke the rules. You went to the above world. A man was drowning. I had to save him. This obsession with humans has to stop. I just want to know more about them. Ariel, don't! Poor child. I can help you. You can't live in that world unless you become a human yourself. Is that even possible? That's what I live for. La question de la laideur d'un film est bien entendu une question subjective, à laquelle chacun répondra selon ses attentes, ses valeurs esthétiques et sa culture cinématographique. Le problème est d'une certaine façon comparable à celui de notre rapport personnel au mauvais goût que j'évoquais dans le premier épisode d'Hollywood's Bull. Le mauvais goût, en tant que projet artistique assumé, peut justement être gage d'une certaine laideur, pouvant franchement rebuter une majeure partie du public et rendre ainsi le film en question plus difficile à estimer. Un film comme Showgirls de Paul Verhoeven, sorti en 1995, a dû attendre 20 ans pour être réévalué par les cinéphiles, pour qui la patine qu'il a prise au fil des années a sans doute rendu plus appréciable son esthétique matinée de kitsch et de vulgarité. Mais les blockbusters actuels, dont l'aspect hideux attire les foudres des critiques professionnels comme des internautes, connaîtront-ils la même réhabilitation que Showgirls, sachant qu'ils sont plus souvent les rejetons difformes des studios que des monstres prodigieux enfantés par des cinéastes provocateurs et audacieux tels que Paul Verhoeven. So what are you going to Vegas for? You gonna win? I'm gonna dance. There's a spot open in the chorus line. We're auditioning tomorrow morning. I think you should try out. I got an audition! Okay, ladies, I got one interest here, and that's the show. I don't care whether you live or die. I want to see you dance, and I want to see you smile. I can't use you if you can't smile. I can't use you if you can't show. I can't use you if you can't sell. Le problème des productions génération 2020 doit-il se résumer au CGI, aux effets spéciaux numériques prenant de plus en plus de place à l'écran pour s'adapter, voire tenter de devancer les attentes du public de leur époque ? Depuis 2 ans, certains techniciens en la matière ont justement pris la parole sur les réseaux sociaux ou dans les médias spécialisés pour se défendre d'être les principaux responsables de spectacles numériques physiquement irréalistes, imprécis, voire involontairement grotesques, notamment du côté de chez Disney. Ainsi, les CGI calamiteux seraient la résultante d'une organisation et de conditions de travail inconfortables pour les techniciens, amplifiées par les injonctions contradictoires des producteurs et l'incapacité des réalisateurs à apaiser ces tensions en assurant une direction artistique et une vision claire des projets dont ils sont pourtant supposés être les commandants en chef. Soyons honnêtes avec nos souvenirs de spectateurs, les CGI foireux n'ont pas attendu les années 2020 pour nous irriter la rétine. Et si on préfère garder en mémoire les prodiges de Terminator 2 ou Jurassic Park, il suffit de passer en revue les blockbusters sortis dans les années 1990 et 2000 pour voir ressurgir dans nos esprits candides quantité d'images risibles ou cauchemardesques. J'en profite ainsi pour vous conseiller une vidéo de Corridor Crew, une bande de youtubeurs techniciens de cinéma qui s'applique à corriger les effets spéciaux grossiers du Retour de la momie afin que son roi scorpion numérique ressemble davantage à Dwayne Johnson. Oh no, not these guys again! Next summer, Universal Pictures presents Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Arnold Vosloo, Odette Fair, Patricia Velasquez, introducing Freddie Both, and The Rock as the Scorpion King. Tiens, justement, prenons la carrière de Dwayne Johnson comme repère dans l'évolution esthétique et technique des blockbusters, puisque cette carrière commence avec Le Retour de la momie, réalisé par Stephen Sommers en 2001. À cette époque, si certains CGI pouvaient faire grimacer le public,
il ne représentait qu'une partie du spectacle d'un blockbuster, nous gâchant parfois certaines séquences comme celle de l'apparition finale du roi Scorpion, sans corrompre pour autant d'autres plans, d'autres séquences où nous pouvions profiter des costumes, des maquillages et des décors véritablement construits en studio. 20 ans après le retour de la momie, Dwayne Johnson se retrouve en tête d'affiche de Jungle Cruise, adaptation d'une attraction des parcs Disney par Jaume Collet-Serra, film d'aventure comparable à celui de Stephen Sommers dans le ton et le rythme. Jungle Cruise fait hélas partie de cette nouvelle génération de blockbusters où les retouches numériques contaminent l'ensemble du spectacle et ne laissent aucun instant de répit à nos yeux. Si on peut aisément comprendre le recours à une jungle numérique pour des séquences d'action impossibles à tourner en décor naturel, on excuse bien moins les séquences se déroulant sur le bateau, résultant visiblement d'un travail sur fond vert, qui ne peut supporter la comparaison avec d'autres séquences réellement tournées sur l'Amazone, celle d'Aguirre, de Fitzcarraldo ou de The Lost City of Z, selon les références du spectateur. A contrario d'un blockbuster tourné il y a 20 ans, quelle que soit la capture d'écran que l'on ferait au hasard dans Jungle Cruise, celle-ci aurait toutes les chances d'être hideuse, à cause de son soleil numérique, de cette impression étrange sur les visages et les peaux d'un aspect artificiel, virtuellement lissé, le tout recouvert d'une nimbe laiteuse qui ne fait vraiment pas bon ménage avec le ciel bleu et la forêt verdoyante. You're gonna beg me to turn back. Well, I look forward to disappointing you. 10,000 to bring you there alive. Dead is 15,000. Why should I pay more dead? Dead, I'd have to carry you. Dead's a lot harder, lady. Here we go. Oh, God, sorry, Frank. Sorry, strong form. I cannot swim. You booked a river cruise and you can't swim? The price just went up. Disney n'est pas la seule major à blâmer sur la qualité visuelle de ses productions. Cette année 2023 a été rythmée par les commentaires des spectateurs consternés, en exergue des bandes annonces des blockbusters Universal, Warner ou Paramount Pictures. Fast and Furious 10, La Petite Sirène, Flash, le printemps fut une saison particulièrement propice à l'épidémie de laideur, comme en attestent les scores piteux de ses productions commerciales au box-office mondial. Est-ce que ces contre-performances permettront une remise en question du système hollywoodien? Les décideurs vont-ils prendre le temps de réfléchir à une nouvelle stratégie, une approche du public moins cynique et plus respectueuse de ses attentes? S'ils se réfèrent aux deux succès phénoménaux de l'année 2022, deux options s'offrent à eux. Soit ils courent après le foisonnement graphique d'Avatar la voix de l'eau, à condition de faire preuve d'un tant soit peu d'exigences techniques pour tenter d'arriver à la cheville de James Cameron, soit ils se dirigent du côté de Top Gun Maverick, de sa formule estampillée à l'ancienne et de son approche du spectaculaire, à l'opposé de celle des chimères numériques actuelles, fin de race dégénérée de l'ère initiée dans la décennie 2010 par Avengers, les live-action Disney et la saga Fast and Furious. Le problème apparaît d'autant plus ubuesque quand on se penche sur les budgets déployés par les blockbusters 2023. Flash disposait de 220 millions de dollars et pourtant son Nicolas Cage volant semble tout droit sorti d'une cinématique PlayStation 3. Quant à Fast 10, son budget de 340 millions n'est pas si loin de celui d'Avatar 2 et il est 2 fois supérieur à celui de Top Gun Maverick. Mais ironie du sort, ses recettes au box-office représentent la moitié de celles de l'Ego Trip de Tom Cruise. You know, we'd already be there if Roman wasn't driving Ford Knox on wheels. You see me shining, baby? We're locked inside! It's a trap. That's a bomb! All right, dorks, what are we blowing up? What? The Vatican? Wow, you guys are going to hell. On pourrait se débarrasser hâtivement du problème en concluant que la laideur des blockbusters est liée au genre de récits dans lesquels ils officient. Le genre dominant actuellement Hollywood étant le film de super-héros, il suffirait alors de traiter ces récits, cette mythologie avec dédain, en estimant que transposer le matériau comics à l'écran présente toutes les chances de produire un spectacle de mauvais goût, avec des héros grotesques, vêtus de costumes ridicules et obéissant à des règles dramaturgiques abracadabrantes. Ce serait là encore jouer les amnésiques et oublier qu'en leur temps, Sam Raimi, Guillermo del Toro ou Ang Lee s'étaient passablement creusé la tête, liant expérimentation technique et précision esthétique pour que le 7e art développe les gènes mutants du comics. Colorimétrie douteuse, cadrage télévisuel, découpage de l'action dyslexique, le problème des CGI ratés met en relief le dysfonctionnement global de ces productions abruties par leurs millions de dollars. Leur gloubi-boulga visuel et parfois sonore accompagnent généralement leurs récits boursouflés, faits de multiverses opportunistes, de séquences d'action surchargées et sans grâce, et de la multiplication de personnages comme autant d'action figurines à collectionner, sans personnalité cohérente ni trajectoire lisible.
La laideur n'est plus simplement esthétique, elle est symptomatique du manque de noblesse des projets commerciaux, étouffant l'ambition et la sincérité des artisans, des créatifs, des rêveurs, des artistes, garants de la beauté des œuvres. If you were to go into the past, you have no idea what the consequences can be. Bruce, I could fix things. You could also destroy everything. This can't be happening. I completely broke the universe. Zod. We've been waiting for you. I created a world with no metahumans. And now there's no one to defend us. Chaque nouvelle version du logiciel Midjourney permet de composer des images de plus en plus élaborées et saisissantes, invitant les cinéphiles à demander à l'intelligence artificielle à quoi ressemblerait leur fantasme porté sur grand écran. Si l'IA est capable d'aberrations plus horribles encore que celles commises par Hollywood, il ne se passe pas une semaine sans qu'un internaute ne fasse rêver sa communauté avec une version du Seigneur des Anneaux transposée dans l'univers de Mad Max, un film Harry Potter à la façon de Wes Anderson, ou des images venues d'une dimension parallèle où le projet Dune d'Alejandro Jodorowsky ne serait pas tombé à l'eau. Au-delà d'une fascination inquiétante pour les pouvoirs de l'intelligence artificielle, ces images laissent sans doute rêveur une partie du public qui ne se satisfait plus du tout venant des productions hollywoodiennes et attend de trouver une bonne raison de retourner dans les salles obscures plutôt que de consommer sans grand enthousiasme les contenus oubliables des plateformes SVOD. Au début des années 60, la machine Hollywood s'est enrayée, car les budgets de plus en plus conséquents ne suffisaient plus à attirer le public américain, considérant que les majors réutilisaient constamment les mêmes ficelles dans les genres établis tels que le western ou le péplum. Cette fin de cycle déboucha en 1967 sur l'avènement du nouvel Hollywood, nouvelle génération de producteurs et de réalisateurs talentueux, Coppola, Scorsese, Cimino et autres Friedkin. Sommes-nous donc à l'aube d'un nouvel Hollywood, balayant les principes instaurés jusqu'alors parce que l'industrie cinématographique aura très prochainement besoin de changer de stratégie pour survivre ? Cette nouvelle ère ne pourra advenir qu'à condition que les studios laissent émerger une nouvelle génération de cinéastes intéressants et leur fassent confiance pour allier récits ambitieux et succès au box-office. Darren? Surprised to see me? Yeah? It's the big guy. It's the big guy. Cassie? I almost didn't recognize you. How are you not dead? I became the ultimate weapon. That's what this is? Look, Darren. Darren is dead! There is only Monarch! Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast du Blog du Cinéma. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour de nouveaux épisodes. À bientôt!